Début avril, nous partons à 2 camping-cars via l'Italie et la Grèce pour visiter la Turquie, la Syrie et la Jordanie. Nous commençons par la Turquie en longeant la côte égéenne puis méditerranéenne. Tout d'abord, traversée du détroit de Dardanelles, lieu d'une bataille célèbre pendant la Première Guerre mondiale. Atatürk devient le symbole d'une résistance acharnée des défenseurs turcs. Après de très durs combats maritimes et terrestres, les Alliés, Anglais, Français, Australiens, finirent par se retirer. Berceau des mythes et des héros homériques, la région égéenne témoigne de 5000 ans d'histoire grecque et romaine. Depuis la côte sud, on voit l'entrée du détroit des Dardanelles. Ce grand cheval de Troie en bois est la réplique du stratagème utilisé par les Grecs pour mystifier et battre les Troyens. Au-dessus de Bérem-Calais, la vieille cité antique d'Assos a été découverte en 1879. En contrebas, on peut voir le joli petit port d'Assos. L'occupation de la cité d'Assos remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ. On peut y admirer entre autres les ruines du temple d'Athéna. Acropole d'Athéna, reconstituée, ce qu'il en reste. Cette ancienne ville a été mentionnée par Homère. Aristote a vécu et enseigné dans cette cité pendant 3 ans. Le nom de la ville évalique provient d'Eva, coin en turc. Parmi les nombreux villages de la côte égéenne, peuplés de Grecs jusqu'en 1923, Avalik est celui qui a le mieux conservé l'atmosphère d'une époque révolue avec ses nombreuses maisons de pierre. Avalik doit son charme à ses rues pavées et à son mode de vie décontracté. En route pour Bergama. Perchée sur une colline qui domine la ville moderne de Bergama, la fameuse acropole de Pergame est l'un des sites les plus spectaculaires de la Turquie.
Fondée par les Grecs éoliens au 8e siècle avant Jésus-Christ, la ville fut gouvernée quelque temps par l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'était l'un des principaux centres culturels du monde antique. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Pergame devint la capitale de la province romaine d'Asie. Le célèbre médecin Galien y créa un centre médical réputé, l'Asclépeion. De là on aperçoit l'acropole. 3e siècle avant Jésus-Christ. Temple de Trajan. 100 ans avant Jésus-Christ. Dessous le temple de Trajan. Bergame au fond. Nous poursuivons notre route le long de la côte égéenne, direction Izmir, puis Mugla. Vers 1000 avant Jésus-Christ, Phocée, l'ancienne Phocia, faisait partie de la confédération ionienne. Les Phocéens étaient des marins réputés, dont les navires propulsés par 50 rameurs sillonnaient la mer Égée, la Méditerranée et la mer Noire. C'est de là qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ partirent les fondateurs de Marseille, la célèbre ville phocéenne. Izmir, la ville turque la plus tournée vers l'Occident, est orientée vers le commerce depuis le IIIe siècle après Jésus-Christ. Ses origines remonteraient à 3000 ans avant Jésus-Christ. Comme Éphèse et Milet que nous verrons après, Priene appartenait à la confédération ionienne formée de 12 cités-États, sans doute fondées par les colons grecs vers 1000 avant Jésus-Christ. Le temple d'Athéna, 4e siècle avant Jésus-Christ, bâti en l'honneur de la déesse protectrice de la ville, passe pour l'un des plus beaux spécimens de l'architecture ionienne. Le théâtre, du 3e siècle avant Jésus-Christ, avait une capacité de 5000 spectateurs. Moins impressionnante que Priene, Milet était plus célèbre que les autres cités grecques pour l'art, la politique et le commerce. Le plus beau monument conservé est le théâtre de 15 000 places, daté de 100 après Jésus-Christ. Le savant et mathématicien Thalès, un des 7 sages de l'Antiquité, avait prévu une éclipse de soleil de 580 avant Jésus-Christ. Vue du sommet du théâtre. Milet était jadis le port principal de la confédération ionienne et un centre florissant d'art et d'artisanat. Bain romain de Delphinios. Curieusement, une mosquée s'élève parmi les ruines de l'ancien Milet. La mosquée d'Ilyas Bey fut bâtie en 1403. Pour célébrer la fin de son exil à la cour du souverain mongol. De splendides sculptures ornent les grilles de marbre des fenêtres, l'écran et la niche du mihrab, et l'emploi de marbre polychrome sur la façade est impressionnant.
Didyme se visite essentiellement pour le temple d'Apollon, construit au 7e siècle avant Jésus-Christ, en l'honneur du dieu des prophéties et des oracles. En 500 ans avant Jésus-Christ, ce sanctuaire qui avait sa propre source sacrée habitait l'un des principaux oracles du monde grec. Considérée comme l'une des plus pittoresques de Turquie, la région du lac Bafa possède plusieurs trésors antiques avec en toile de fond les sommets du mont Latmos. Dans l'Antiquité, le lac Bafa était un bras de mer. Le golfe Sanvasa et le port d'Héraclée, près de la rive est du lac, se trouva coupé de la mer. Le même processus causa le déclin de Milet et de Priene. Nous recherchons en vain les restes d'un théâtre. Heureusement que cette dame nous a aperçus et a deviné ce qu'on cherchait. On y va, théâtre. Olivier qui a plus de 150 ans. Bak, yürü bak, bak. Bak, bak, öyle bak, kırmızı bak ona. Joli, joli, joli. Théâtre non restauré. Comme la plupart des stations balnéaires de la côte égéenne, Marmaris ne ressemble guère au pittoresque village de pêcheurs qu'elle était. En 1957, un séisme détruisit l'essentiel de la ville. Rebâtie et considérablement agrandie, la ville est aujourd'hui l'un des fleurons du tourisme en Turquie. La cité dorienne appartenait à la cité de Lindos sur l'île de Rhodes. Le château d'origine fut rebâti par Soliman le Magnifique en 1522 après sa conquête de Rhodes. Près de la statue de Atatürk. À l'ouest de Marmaris, cette étroite langue de terre se trouve à la jonction de la Méditerranée et de la mer Égée. Le petit port de Knidos abritait un sanctuaire d'Aphrodite daté des environs de 360 avant Jésus-Christ. On voit toujours les vestiges d'un théâtre, d'un agora de maisons et d'un temple circulaire. Sur la côte sud de la presqu'île, Datça, petit port de plaisance, est animé de nombreux magasins et restaurants. La côte méditerranéenne de la Turquie, synonyme de mer turquoise, de soleil et de ciel bleu, regorge de vestiges antiques. Colonisée à l'origine par les Grecs, puis gouvernée par les Romains, la région est semée de sites bien conservés. La côte méditerranéenne de la Turquie est dominée par des falaises abruptes et des caps entrecoupés de plaines alluviales fertiles et bordées par endroits de belles plages. Malgré l'essor touristique de Dalyan, l'économie locale repose depuis longtemps sur la pêche. Nuit passée au bord de la rivière, à Konos. À la frontière des royaumes de Lydie et de Carie,
L'ancienne Konos a été fondée par les Cariens, mais sa culture relevait des deux États. Les tombes locales de style lycien ont été creusées par les Cariens. À partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, Kaunos passa sous domination perse. Puis de nouveau hellénisée, la ville accueillit Alexandre le Grand. Après sa mort, elle passa sous la domination de Rhodes. Ali qui nous fait le thé. La plage aux tortues. Ali Baba lütfen helikopter böyle lap lap. Basma donuna. Papa 106 yaşında kaput ama imam, good imam. Then Hacı, many children, mama, papa, Quran. Au retour, arrêt sur le site de Kaunos. On peut y voir les remparts du IVe siècle avant Jésus-Christ, le théâtre du IIe siècle avant Jésus-Christ, le temple d'Apollon, le temple dorique et les thermes romains. Fétillé est une ville de taille moyenne et aussi un grand marché agricole, situé au fond d'une baie qui abrite un grand port. La Fétillé moderne couvre les ruines de la cité lycienne de Telmessus. Les séismes de 1856 et 1957 ont détruit certains édifices antiques comme le temple d'Apollon, mais le théâtre romain près du port est conservé. Dans les années 70, les touristes britanniques ont envahi la plage accueillante et la lagune d'Oludénize. Les parapentistes qui survolent la lagune s'élancent de la montagne voisine. Étape à la gorge de Sacklin-Kent. La gorge, qui entaille le flanc déchiqueté de la montagne sur 3 km, est parcourue par un torrent aux eaux très pures. Un immense parking au pied des gorges. Santos était la plus grande ville de la Lycie antique. La ville fut sous l'autorité du roi de Perse jusqu'au IVe siècle, où elle tomba sous la domination grecque suite aux conquêtes d'Alexandre le Grand.
Les monuments les plus remarquables sont les 6 piliers funéraires, dont 5 encore debout, une spécialité lycienne. Femmes ailées qui emportent les bébés vers le ciel. Pilier funéraire d'un roi lycien, 4 siècles avant Jésus-Christ. Écriture en lycien. Tombe sur la nécropole de Xanthos. Sarcophage lycien de Patara. L'amphithéâtre de Patara est encore utilisé pour les fêtes. Le site lycien s'est effondré dans la mer vers 530 après Jésus-Christ. On aperçoit sous l'eau des restes de construction. Simena. Les tombes dans l'eau. La ville sous l'eau se trouve devant nous. La ville s'est enfoncée dans l'eau suite à un tremblement de terre. Voir un habitant, même mort. Ici un hammam. Myra est surtout connue pour sa nécropole qui est constituée de tombeaux rupestres percés dans la falaise, que l'on date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Les tombeaux sont décorés d'une représentation soit du mort, soit de ses parents ou encore de ses amis. Le plus connu est dénommé tombeau du lion. Des vestiges romains comportent pour l'essentiel des thermes et un théâtre.
Phasélis est une cité antique lycienne de la province d'Antalya. Certaines sources attestent que la ville aurait été fondée en 690 avant Jésus-Christ par des colons rhodésiens. Elle fut le plus important port de l'ouest du pays lycien pendant des siècles, de par sa position privilégiée sur la route maritime reliant la Grèce à la Syrie, puis à la Palestine. Juste à côté du Grand Bain, les restes de l'Agora. Petit amphithéâtre. Agora de Domitien. Porte du troisième port. Antalya, ville de plus de 400 000 habitants, est une des principales stations balnéaires de Turquie. 300 jours de soleil par an. Fondée au IIe siècle avant Jésus-Christ, la ville était occupée par différentes civilisations, romaines, byzantines, seldjoukides. La vieille ville est particulièrement attrayante, avec ses ruelles, ses vieilles maisons et ses remparts. Les avancées en bois sur les façades sont anciennes et parfois restaurées. À l'intérieur des terres, à 30 km d'Antalya, le site exceptionnel de Termessos. Sur cette ville d'altitude, on sait seulement que ses habitants étaient des Pisidiens. Plus tard, la ville a subi les influences grecques et romaines avant d'être abandonnée au 5e siècle. En bas du site, des sarcophages sculptés, des tombes renversées, des reliefs éparses composent la nécropole de Termessos, comme cette tombe au lion. Gymnasium. Deux falaises entourent la montée sur le site. 3 murailles successives en protègent l'accès. On comprend ainsi qu'Alexandre le Grand ait renoncé à assaillir cette place forte. Le théâtre, absolument superbe et étonnamment bien conservé. Il s'ouvre majestueusement sur les montagnes environnantes. Bouleuterium vu de l'intérieur. Temple de Corinthe et portique d'Atalos. Tombe creusée dans la roche. Partant de Sirali, nous rejoignons le site de Chimère. Sur le chemin, nous croisons de sympathiques touristes turcs qui nous demandent de les prendre en photo. Sur le site, on peut voir des flammes sortant de la roche. La légende parle du souffle d'un monstre. C'est en fait du méthane qui sort de la terre et s'enflamme au contact de l'air.
Dernière étape à la forteresse d'Anamur, bien préservée, qui a été construite par les Romains au IIIe et IVe siècle après Jésus-Christ. Élargie sous l'Empire byzantin, elle fut prise par le sultan Kaikobad en 1221, qui lui donna son apparence actuelle. L'Assyrie représente à elle seule un demi-berceau de l'histoire de l'humanité. L'autre, c'est la Mésopotamie du Sud, donc l'Irak. Nous commençons notre visite au nord par Saint-Siméon. Saint-Siméon naquit aux environs de 390. Très tôt, il fait déjà retraite à l'âge de 15 ans. Il s'isole sur une colline et fait construire une colonne de 18 mètres de haut. Juché sur sa minuscule plateforme, il ne peut pas s'asseoir, encore moins s'allonger et se nourrit très peu. Après la mort de Saint-Siméon vers 459, on fit édifier une basilique sur l'emplacement de son sacerdoce. Nous quittons Saint-Siméon et nous dirigeons vers Alep. Deuxième ville du pays, Alep est une des grandes cités mythiques du monde. Mais grosse bagarre entre Alep et Damas pour le titre envié de la plus ancienne ville n'ayant jamais cessé d'être habitée. Visite du souk. Mosquée du Mûrier. Vêtements exposés dans le caravansérail, fait en Syrie. Deuxième caravansérail. Un magasin d'antiquités dans le caravansérail. Dans le prolongement du souk, la célèbre citadelle bâtie sur une colline de 50 mètres de haut. Cette colline fut sans doute occupée dès le début du deuxième millénaire, puis servie de lieu de culte grec. Récemment, on y découvrit même un temple néo-hittite. À droite, l'islam. À gauche, le christianisme. À l'intérieur du caravansérail, une mosquée. Au nord de la vieille ville s'étend le vieux quartier arménien et chrétien. Église arménienne. Maison basalée construite au XVIIe siècle. Église maronite, toujours dans le quartier arménien. Visite du très intéressant musée d'Alep. Entrée monumentale composée de 3 cariatides, 2 dieux et une déesse, du Xe siècle avant Jésus-Christ, debout sur leurs animaux symboles. Nous n'avons pas été autorisés à filmer l'intérieur du musée, mais seulement le jardin.
herboriste. La rampe d'accès de la citadelle. La citadelle a été pratiquement construite au Xe siècle. Et au XIIe siècle, ça leur a servi à repousser les croisés. La mosquée d'Ibrahim. En bas, le hammam. Ancienne voûte de l'église byzantine. Un couple de jeunes mariés est ravi qu'on les filme. À l'intérieur de la citadelle. Fais un sourire, André. Ancien hôpital. Savon pour séchage pendant 1 an. Elle est encore très vert, et un peu moins vert dessous et un peu plus sec de marron en dessus. La grande mosquée. Et André ? Le 9 mai, nous quittons Alep pour Kataljaba, le grand barrage sur l'Euphrate. L'Euphrate, mythique et sauvage, offre de superbes points de vue. Sur le plan archéologique, cette vallée compte plusieurs merveilles de toutes les époques. Vous entrez ici dans la région des civilisations millénaires. Le lac de retenue, le lac Assad, a permis d'explorer une région autrefois désertique et aujourd'hui mise en valeur grâce au barrage créé en 1973. Nuit passée au pied de la citadelle Al-Djabar. En plein désert, l'étrange site archéologique de Rassafé. Il fut bâti par le romain Dioclétien, qui en fit un poste militaire gardant la frontière est de l'Empire romain. Une muraille, ou ce qu'il en reste. Vue d'une tour. Nous descendons la vallée de l'Euphrate en direction de l'Irak, mais nous n'irons pas jusqu'à Mari qui est à la frontière. Très souvent, nous rencontrons des populations bédouines.
En 266 après Jésus-Christ, la fameuse reine de Palmyre Zénobie construisit cette forteresse afin de contrôler le passage sur l'Euphrate face aux Perses toujours menaçants vis-à-vis de l'Empire romain. Nuit passée au bord de l'Euphrate à Alabia. Visite de la forteresse de Zénobie. À environ 100 km de l'Irak, nous quittons la vallée de l'Euphrate et nous dirigeons vers Palmyre, où nous passons 3 jours. En plein cœur du désert s'étend une vaste oasis, origine de la naissance de la cité antique de Palmyre. L'édifice le plus imposant de Palmyre est l'énorme temple helléniste de Bel. Le sanctuaire central a été construit au début du 1er siècle après Jésus-Christ. En face de l'arc triomphal s'étend une longue rue à colonnades. Le théâtre. Notre agréable camping est situé juste sur le côté du temple de Bel. En dehors des murs de leur cité, les Palmyrènes construisirent une série de grands monuments funéraires qui forment maintenant la vallée des tombes. On a pu visiter l'intérieur d'un tombeau qui est gardé. La fille du gardien accompagne son papa. Au-dessus du site, une citadelle qui permet d'avoir un point de vue magnifique sur le site et sur la Palmeraie. Le soir, avec un beau soleil couchant, nous filmons la porte d'entrée des colonnades. Temple de Baal-Shamin, érigé en 17 après Jésus-Christ. Visite du très intéressant musée archéologique de Palmyre. Une maquette du sanctuaire de Bel présente l'édifice avant qu'il ne soit fortifié. Les dates de Palmyre sont excellentes.
Nous quittons Palmyre et rejoignons le désert qui constitue les 2/3 de la surface de la Syrie. Bagdad Café 66 est un des nombreux relais routiers entre Damas et Bagdad en Irak. Les paysages sont dignes du célèbre film du même nom. J'ai un petit loup transformé, c'est ça. Oui. Ce monastère remonte au VIe siècle. Ce lieu exceptionnel de silence et de recueillement aurait pu retourner lentement au désert dont il est issu s'il n'avait pas eu une rencontre magique avec un jésuite italien. Grâce à lui, les bâtiments de ce monastère abandonné depuis des siècles revivent. Il est connu pour son hospitalité, sa vie de prière et son engagement dans le dialogue avec les musulmans. Buongiorno. Bonjour, vous allez bien? Oui. Vous passez la nuit ici? Non. Village chrétien, Ma'aloula doit son charme à sa position géographique. Il se situe au pied d'une falaise encaissée entre deux vallées étroites. Ces petites maisons cubiques accrochées à la falaise égayent le paysage. La jeune femme qui garde l'église accepte de nous réciter le Notre Père en araméen. باسم الآب والابن والروح القدس إله أحد آمين. آبح دي بشمو يتشكتا ششمخ يثالي ملكوثخ يث أبليح لحمح يعيل يومح وغفر اللي حطيوثح اخمل أنحن مغفرلتي مخط عمينح ولا تشعبرنا حب تشغر بيوثا بيس حسلنا حمشيذا آمين. Avant d'arriver à Damas, petite halte au monastère chrétien de Sédania. Il est construit à flanc de falaise. L'impression est splendide. Nous passons une semaine à Damas, capitale du premier empire islamique, celui des Omeyyades, cité prestigieuse de l'Orient arabe. Les Syriens, au légendaire sens de l'hospitalité, forment un peuple chaleureux et ouvert. Nous nous sommes abondamment promenés dans les souks immenses et très animés.
la sortie des souks, nous arrivons à la grande mosquée. Place de la grande mosquée. Pour visiter la grande mosquée, les femmes doivent se recouvrir d'une cape avec capuche. La grande mosquée des Omeyyades a été construite vers 705. Fait exceptionnel, la salle de prière contient un tombeau, celui de Jean-Baptiste, cousin de Jésus. Des groupes de pèlerins viennent assister à un prêche. Et fait exceptionnel pour une mosquée, on voit dans cette salle à la fois des prosternations des musulmans et les signes de croix et les génuflexions des chrétiens. Sortie de la grande mosquée et retour en ville pour voir les boutiques et visiter les artisans. Marqueterie. Dans un caravansérail, à côté de la grande mosquée. Salle des femmes. Édifié en 1749, le palais Azem, gouverneur de Damas. C'est un exemple typique de fine construction arabo-ottomane. La chambre de mariée. Hôtel 5 étoiles. Souffleur de verre. La gare centrale. La mosquée pas loin de l'université. De l'autre côté. Pendant la semaine passée à Damas, nous logions à Monte Rosa, dans une résidence RCI. Le lac Zarzar, vue du balcon de notre chambre. Un matin, à Monte Rosa. C'est l'homme qui m'a vendu mes 2 pantalons. Le musée archéologique national est l'un des plus riches que l'on connaisse. On peut y voir de nombreux objets du berceau de la civilisation. Nous n'avons pas pu filmer les objets à l'intérieur du musée, mais seulement ceux qui étaient présents dans le jardin. Le musée vaut vraiment le déplacement.
Retour dans notre résidence RCI, d'où on peut voir les montagnes enneigées d'Israël. Nous nous dirigeons vers le sud, région occupée par les Druzes. Halte à Shaba, ville située au pied d'un volcan. Les Druzes sont particulièrement accueillants et aiment beaucoup rire. Nous dormions au pied d'un théâtre à moitié détruit, mais qui sert encore aux festivités. Ce poisson signifie les chrétiens. Triporteur à côté du théâtre. Reste des bains romains. Un petit détour qui vaut la peine pour ces temples de Qanawat du IIIe siècle, transformés en église à l'époque byzantine. Porte monumentale de la basilique paléo-chrétienne. L'atrium. Capitale des Druzes de la Syrie, cette ville moderne est en pleine expansion. Dernière étape en Syrie, la très ancienne ville de Bosra. Égyptiens, Nabatéens et Romains s'y succédèrent. Intérieur du théâtre romain, vue des gradins. De nombreuses entrées dans ce théâtre. Le hammam. Toujours dans le hammam. Toujours dans la vieille ville de Borsa. Reste de la cathédrale qui a servi de modèle à la construction de Sainte-Sophie, datant du 5e siècle. C'est l'église des saints Serge, Léonce et Bacchus. Nous quittons ce merveilleux pays, extrêmement accueillant, où règne la joie de vivre. Le passage de la frontière s'est effectué relativement facilement. Nous nous dirigeons vers le sud jusqu'à Aqaba, en empruntant l'ancestrale et magnifique route du roi. Le retour se fera plus à l'ouest, en longeant Israël et en passant par la mer Morte. Dans le nord-ouest de la Jordanie, la ville d'Umkai est construite à l'emplacement de l'antique ville de Gadara, dominant le lac de Tibériade, le Golan et le Jourdain. Le décor du site, sublime, vaut largement autant que ses vieilles pierres. Fondée au IVe siècle avant Jésus-Christ par les Macédoniens, elle fut successivement habitée par les Nabatéens et puis les Romains. Celle-ci faisait partie des cités de la Décapole et passa sous domination islamique en 636 après Jésus-Christ. Village de Umkai, vue du site. Vue du site, le plateau du Golan. Le site est très détruit. Une famille jordanienne visitant le théâtre. La route qui mène à la tour romaine. Coucher de soleil sur Israël, avec le lac Tibériade sur la droite. Lac de Tibériade. En face, le début du plateau du Golan.
Le site archéologique de Pella remonte au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Les ruines laissent imaginer la splendeur que put avoir l'antique cité, comme celle du temple canéen, de l'Odéon romain, de l'église byzantine. La forteresse de Qalat er-Rabat constitue l'un des plus beaux témoignages de l'architecture militaire islamique. Jordania. Yes. عفوا. نوعية متكاملة 15,000 واحد. Bâtisse musulmane construite en 1180 pour combattre les croisés. À une cinquantaine de kilomètres au nord d'Amman, la bourgade de Yerash recèle une cité antique admirablement conservée, autrefois grecque, romaine puis byzantine. On comprend pourquoi c'est devenu l'un des principaux sites touristiques du pays, avec Petra et Wadi Rum. En dessous du site, un hippodrome. Nous commençons notre visite en franchissant l'arche d'Adrien. Le temple de Zeus fut érigé au IIe siècle après Jésus-Christ sur les ruines d'un sanctuaire grec datant du 1er siècle avant Jésus-Christ. À proximité, le Forum. C'est sans conteste la plus belle image que l'on garde de Yerash. Parfaitement conservé et superbe avec ses grandes dalles et ses portiques à colonnes ioniques. Remarquez la forme ovale de l'ensemble. Pierre probablement tirée du temple grec, du temple de Zeus. Très bien restauré, le théâtre du Sud a été bâti au 1er siècle et peut contenir actuellement 3000 spectateurs. À l'origine, il aurait pu en accueillir jusqu'à 5000. Yerash derrière, le théâtre de Zeus. Édifié par les Romains au IIe siècle après Jésus-Christ, le temple d'Artémis. Le théâtre du Nord. Toujours l'amphithéâtre Nord. Bâtiment des nymphes. Propylée du temple de Dionysos. Pierres d'un ancien temple grec. Elles ont permis de comprendre les dimensions du temple grec ancien. Camping à côté du mont Nebo, en direction de la mer Morte. Coucher de soleil sur la vallée du Jourdain. Mémorial de Moïse, en pleine transformation. Mosaïque trouvée à Madaba. Daté de 531 après Jésus-Christ. On peut admirer de jolies scènes de chasse, plein d'animaux sauvages.
Maquette reconstituant le site. Une sculpture de fer évoque le bâton de Moïse transformé par Dieu en serpent. La route des rois emprunte les traces d'une ancienne route caravanière reliant Damas à Aqaba. Cette route ancestrale traverse des paysages extraordinaires en passant par plusieurs petites villes, Madaba, Kérak, Tafileh, Shobag, et par plusieurs canyons spectaculaires. Des plongeons terribles sur la route des rois. Univers presque totalement minéral. À 120 km au sud d'Amman, on peut voir le beau château des Croisés, citadelle imposante au souterrain impressionnant. Ancienne ville de Kérak, vue du château. C'est en 1142 que le croisé Païenne le Bouteiller décide de construire la forteresse. Son successeur Renaud de Châtillon terrorise et pille tout ce qui passe dans la région, pèlerins et caravanes. Okay. Okay. What's your name? Akram. Akram. Toujours sur la route des rois, nous finissons par atteindre la célèbre Pétra. Nous resterons 2 jours sur ce parking. Pétra est une ancienne cité troglodytique, située au cœur d'un bassin bordé de montagnes. Départ le matin à 6 h pour la visite de Pétra. On atteint Pétra par un défilé de plus d'1 kilomètre de long appelé Sikh. Un canal creusé dans la roche permettait d'acheminer l'eau vers le site. Nous arrivons au tombeau de Kazneh, ou trésor, le plus beau et le plus connu des monuments de Pétra, entièrement sculpté dans la roche. L'édification de ce tombeau par les Nabatéens remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le nom Kazneh, trésor en arabe, provient d'une croyance bédouine, selon laquelle l'urne qui surmonte le monument contiendrait le trésor d'un pharaon. Ils ont essayé de récupérer le légendaire butin, mais ils se sont cassé le nez. Le plus beau trésor n'est-il pas Kazneh lui-même? Une série de tombes nabatéennes pouvant remonter jusqu'au 6e ou 7e siècle avant Jésus-Christ. Construit au 1er siècle après Jésus-Christ, un théâtre romain taillé dans la roche pouvait accueillir de 3000 à 8500 personnes, selon les sources. Créé dans l'Antiquité vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ par les Édomites, Pétra est ensuite occupée vers le 6e siècle avant Jésus-Christ par les Nabatéens, qui la font prospérer grâce à sa position sur la route des caravanes transportant l'encens, les épices et d'autres produits de luxe entre l'Égypte, la Syrie, l'Arabie du Sud et la Méditerranée. Rue des Colonnades, nabatéenne puis romaine. On voit mieux le marché supérieur là. Puis on arrive à l'ancienne ville basse de Pétra. Juste en dessous de la ville basse. L'autre édifice incontournable de Pétra est le monastère situé dans la montagne. Les escaliers commencent dans une sorte de canyon. Ça grimpe, 788 marches, environ 1 heure de montée.
porte du lion triclinium. Le monastère, Deir en arabe, est l'un des bâtiments les plus connus et le plus gros de la cité antique de Pétra, 45 mètres de large, 42 mètres de haut. Il semble qu'il soit lié à un rite funéraire, probablement celui d'un roi nabatéen qui accéda au trône en -96. Par la suite, le bâtiment sera réutilisé par les chrétiens comme monastère, ce qui lui vaut son nom actuel. Il fait chaud et nous apprécions la grotte fraîche située en face du monastère. Nous sommes redescendus vers la ville basse. C'est l'après-midi, la lumière est bien meilleure et nous refilmons ces fameux tombeaux. Celui de gauche, dit tombeau-palais ou tombeau à étage, ressemble à une cathédrale. À sa droite, le tombeau corinthien, assez usé, dont l'étage supérieur est une réplique du Kaznet. Chapiteau en haut du premier étage. Tombe reconstituée. Les extraordinaires couleurs du site sont dues à la présence d'oxyde métallique piégé dans les grès. Le coloris de certains plafonds est vraiment extraordinaire. C'est une belle œuvre d'art que nous offre la nature. Retour de la visite des tombeaux. On peut remonter en calèche. Mais stoïques, nous remontons le Siq à pied. C'est trop beau et nous n'avons pas tout vu. Aussi, le lendemain, nous reprenons le départ. L'entrée du Siq. À la sortie du Siq, sur la gauche, nous faisons l'ascension du haut lieu du sacrifice. 30 minutes de montée, assez raide par endroits, jusqu'au site proprement dit. Tout en haut, on accède à un promontoire, le haut lieu du sacrifice, avec ses piscines également creusées dans la roche. Les gens s'asseyaient à droite sur le banc et regardaient le sacrifice qui avait lieu ici sur la pierre. Le belvédère offre un panorama à couper le souffle. Au pied du mont Haroun, la ville antique. Le bas de la vieille ville, en dessous du monastère. Nous descendons par un autre chemin en direction de la ville antique. Sur le chemin, nous pouvons admirer un lion et apercevoir une jeune fille qui est là. On ne sait pas ce qu'elle fait. Une vallée sous les rochers. C'était un jardin. La tombe du soldat. Triclinium en face de la tombe du soldat. À l'intérieur du triclinium. Des tombes, des tombes, des tombes, des tombes. Donc c'est l'ancienne ville de Pétra.
nous quittons Petra et nous dirigeons vers le site époustouflant de Wadi Rum, au sud-est de Petra. Cette vallée, Wadi en arabe, est célèbre pour son cadre unique. De larges vallées sablonneuses variant du rouge au jaune, avec une prédominance de rouge. On est arrivé au parking de Wadi Rum, en route avec une jeep pour aller dormir sous la tente des Bédouins. Ali met le foulard à Christiane. Un autre camp bédouin. On se prépare à voir le coucher de soleil. Le matin, au réveil. C'est dur la vie. Encore un camp. Petite promenade dans un ancien site nabatéen. Ali nous fait une démonstration de grimpette. Sur une façade, des dessins nabatéens. Un homme perdu dans le désert. Il cherche du sable rouge. Toujours plus rouge. Départ de Wadi Rum, nous rejoignons Aqaba, la ville la plus au sud de la Jordanie. Nous passons 2 jours au bord du golfe d'Aqaba. En face, Israël. Petit tour en bateau pour voir le corail. Les fonds avec un bateau coulé, et un moment alors, hein. Ah ouais. Une des places centrales au bord de mer. Le grand mât, le plus haut du monde. Dans un restaurant libanais. Et après le repas, la sieste. Dernier matin au réveil sur le parking,
En face, Israël, puis l'Égypte. Au revoir Aqaba et nous remontons en direction de la mer Morte. Nous prenons la route à l'ouest de la route des rois qui longe Israël et arrive à la mer Morte. Nous faisons un petit détour pour apercevoir la réserve naturelle de Dana. Cette région qui abrite une biodiversité exceptionnelle fait la joie des amoureux de la nature. What's your name? What's your name? My name is Yusuf. Yusuf. Nous remontons la vallée du Jourdain en direction du nord, vers la mer Morte. La mer Morte est un lac d'eau salée partagé entre Israël, la Jordanie et l'autorité palestinienne. Elle est alimentée par le Jourdain. La salinité de l'eau du lac est environ 10 fois supérieure à celle de la mer, 27%. Aucun poisson et aucune algue ne peuvent subsister dans de telles conditions, ce qui lui vaut le nom de mer Morte. Nous nous arrêtons dans un grand hôtel au bord du lac. Voilà, André et Patrick qui flottent. La mer Morte. Va dans l'autre sens, tourne dans l'autre sens, Christiane. Voici la plage où on se baigne. Au bord de la mer Morte, on bronze très vite. Voir Christiane. Deux sœurs presque jumelles, une noire, une blanche. Elles n'ont pas les mêmes gènes. Ouais. Tout le monde se pommade. Dans le grand complexe piscinier, hôtelier et centre de soins. Riches en minéraux, les eaux de la mer Morte sont réputées pour soigner le psoriasis et les rhumatismes. On arrive au bord du Jourdain. À gauche, une église orthodoxe en Israël. Jésus aurait été baptisé sur le Jourdain qui passait ici. Et les escaliers du 5e siècle qui montent à l'église. Saint Jean-Baptiste qui baptise Jésus sur le Jourdain. Église de Jean le Baptiste, construite par la République jordanienne. Donc on descend jusqu'au Jourdain. En face, c'est Israël. Christiane et André dans le Jourdain. Nous visitons les lieux de Jésus avec un groupe de Libanais. Nous nous dirigeons vers les châteaux du désert. Le plus célèbre des châteaux du désert de l'Est jordanien est le Ksar Amra. C'est l'un des exemples les plus remarquables du premier art omeyyade de l'architecture islamique. Il a été construit au début du 8e siècle par le calife omeyyade Walid. Longtemps à l'abandon, il a été redécouvert en 1898. Pavillon de chasse dans le désert. C'est ici que se donnaient des banquets orgiaques et des joutes poétiques en vogue à l'époque. Au mur, des fresques bien conservées,
riche en représentations humaines, fait rare en terre d'islam. On peut même voir des femmes nues, encore plus rares. Un puits profond permettait d'alimenter le hammam. Autrefois, une bête de somme faisait le tour pour actionner le mécanisme de la roue. Nous poursuivons notre périple vers Al-Azraq. Dans une sorte de caravansérail. Accueil magnifique. Hier soir, nous avons fait cuisiner nos moutons brochettes ici et nous les avons mangés à la salle à manger. À proximité, nous visitons la réserve naturelle de l'Oasis. Malheureusement, le pompage de l'eau pour alimenter Amman est excessif. Autrefois étendu sur plusieurs kilomètres, l'Oasis ressemble aujourd'hui de plus en plus à un mirage. On peut toujours voir hérons, aigrettes et poules d'eau. Une tentative de sauvetage est en cours depuis 1993. Au IIIe siècle, les Romains avaient bâti cette forteresse pour contrôler l'Oasis. Mais c'est après la Première Guerre mondiale qu'Azraq entre dans la légende. Le roi Zarabi et le roi Faisal en avaient fait leur QG en 1917. La route du désert. De temps en temps, on aperçoit une tornade de sable. Nous revenons par les mêmes pays, Syrie, Turquie, Grèce, Italie. Nous profitons du retour pour nous arrêter au célèbre Krak des Chevaliers. Les premiers croisés toulousains, avec à leur tête le comte de Toulouse, s'emparent du site en 1099. Le Krak devint une sorte de vigie avancée dans une mer hostile de toutes parts. La construction du château s'étala sur 1 siècle et demi. Tout ce qu'on voit aujourd'hui a été construit par les hospitaliers qui poursuivirent le travail entamé par le comte de Toulouse lorsque le château leur fut cédé en 1144. Ils édifièrent d'abord l'imposante enceinte intérieure, très compacte, avant d'entreprendre une seconde vague de travaux à la fin du XIIe siècle. Avec un second mur d'enceinte construit à la fin du siècle, le château devint presque invulnérable. Par 3 fois alors, les musulmans tentent de prendre le château sans succès. Adduction d'eau. Le château pouvait contenir jusqu'à 5 ans de réserve de nourriture et héberger 4000 soldats. Très belle façade, gothique. Grande salle qui servait de magasin. Une galerie gothique. Chapelle. On peut observer à droite que les musulmans se sont installés par la suite. Finalement, avec le temps, et surtout le déclin des croisés dans la région, la garnison du Krak se réduit et la forteresse tombe aux mains du sultan Baïbar en 1271. Un dernier coup d'œil sur ce magnifique panorama avant de rejoindre nos camping-cars. Un peu plus au nord, sur la côte syrienne, la forteresse de Qalat Markab. Un premier château a été construit en 1062 par un seigneur musulman.
qui contrôle la forteresse pendant la première croisade. Durant le siècle suivant, un Français, Renaud Mazoyer, s'empare de la citadelle. En 1188, elle est vendue aux Hospitaliers qui en font leur quartier général en Syrie. Au début du XIIIe siècle, la citadelle est à l'apogée de sa puissance militaire. Les Hospitaliers ont une garnison de 1000 personnes et des vivres pour 5 ans. En 1285, un sultan mamelouk prend la forteresse après un travail de sape qui a fait s'effondrer une partie des remparts. Les Ottomans n'ont pas détruit la forteresse, ils en font une garnison. Située à l'ouest du pays, Hama est la 4e ville de Syrie. Sur les rives de l'Oronte, dans le centre-ville, c'est là que se trouvent les célèbres norias, immenses roues qui servaient autrefois à apporter les eaux de l'Oronte aux terres alentours. La roue prend l'eau du fleuve et la remonte jusqu'au niveau des aqueducs. Ce palais a été construit en 1740 par Assad al-Azem, le même pacha qui a construit plus tard, 9 ans plus tard, le palais Azem de Damas. On peut voir le haut de la roue qui déverse son eau dans un bassin, lequel la distribue dans les aqueducs. L'irrigation des environs était faite par ce système depuis longtemps. À 50 km de là, le long de l'Oronte, le site archéologique d'Apamée, avec Borsa et Palmyre. Apamée est l'une des grandes merveilles archéologiques de Syrie. Des vestiges remontent au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Longue rue centrale de près de 2 km, entourée de nombreux restes romains. Nous nous dirigeons maintenant vers le célèbre château de Saladin. Cette extraordinaire forteresse franque possède un charme indicible, dû à la qualité de ses ruines, certes, mais surtout à la beauté naturelle du site dans lequel elle s'insère. Les croisés n'ont pas été les premiers à avoir eu l'idée d'utiliser ce site aussi exceptionnel. On pense que longtemps avant, les Phéniciens, les Arabes et les Byzantins occupèrent le lieu. Pendant 1 siècle et demi, les croisés transformèrent profondément cette place forte. En 1188, à la tête de ses troupes musulmanes, Saladin conquit le château. Il lui donna son nom, c'était de bonne guerre. Sergila fait partie de ce qu'on appelle les villes mortes de Syrie, lesquelles se situent dans un rayon de 80 km autour d'Alep. Autrefois, ces villes étaient riches pour la plupart, mais elles n'auront pas survécu aux caprices du temps, qui se sont traduits par tremblements de terre, épidémies, invasions ou même sécheresses.
Les pierres des édifices y sont soigneusement taillées et de nombreuses croix byzantines sont gravées sur les façades. Un ancien pressoir taillé dans la roche, au fond de la petite vallée où était installée cette ville romaine byzantine. On devrait voir en face les thermes. Face à nous, l'Andron ou la maison communale. Devant nous, un énorme pressoir qui appartenait à l'ensemble du village. De part et d'autre des fenêtres, des niches en forme de coquillage. Ce village connut un moment de prospérité au VIe siècle. Et nous voilà revenus en Turquie. Nous revenons en passant par l'Anatolie orientale. Nous commencerons notre circuit par Nemrut Dagi, puis le Cappadoce, puis Ankara, la mer Noire et Istanbul. Nous nous dirigeons vers le sud-est de la Turquie, dans une région montagneuse. Nous rejoignons le sommet de Nemrut Dagi, une montagne de 2150 mètres d'altitude. Au sommet du Nemrut Dagi, le roi Antiochus Théos Ier bâtit son mausolée entouré de grandes statues à son effigie, ainsi que divers dieux grecs et perses. Cette gigantesque construction, en haut d'une montagne et loin de tout, date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Comagène, il a une couronne de fruits sur la tête. Le tumulus funéraire est gardé par des séries de statues colossales dont les têtes gisent au sol. Nous sommes en 64 avant Jésus-Christ. Toute l'Asie mineure est occupée par l'Empire romain. Toute, non. La Commagène, avec à sa tête Antiochos, résiste toujours à l'envahisseur, certes avec un traité de non-agression. Il se croit immortel et va donc faire construire sa dernière demeure le plus près des dieux. Ce sommet domine à 360 degrés les vallées de l'Euphrate et du Tigre. À la fin de la visite, nous descendons et rejoignons un camping au pied de la montagne à 800 mètres d'altitude. Le matin, au bord de la piscine, qui encourage les travailleurs.
Matalia est une ville renommée pour ses abricots. Nous y avons passé la nuit. Le soir, une famille kurde nous a accueillis avec beaucoup de chaleur. Et le lendemain, nous repartions avec des sacs pleins d'abricots. Enthousiasmés par notre visite de l'an dernier, nous retraversons le joyau de l'Anatolie centrale, la grandiose Cappadoce, aux paysages enchanteurs et spectaculaires, sculptés dans le tuf, cendres volcaniques solidifiées. Les terrains volcaniques de Cappadoce couvrent le 8e du pays. Avec ses formations géologiques uniques au monde, c'est incontestablement un fantasme de la nature et quasiment une autre planète. Dans une atmosphère féerique, nous admirons l'esthétique des rochers pliés et les formes des fantastiques cheminées des fées. De nombreux centres d'habitation et religieux ont été creusés dans la roche. Au centre du pays, la Cappadoce était une région extrêmement stratégique. Des routes de commerçants importantes, comme la route de la soie, traversaient la région. En raison de cette circulation, la région a subi de nombreuses influences historiques et culturelles. Le tourisme est aujourd'hui le pilier de l'économie locale, mais la région produit toujours beaucoup de céréales, ainsi que du raisin, des huiles végétales et de la betterave à sucre. Et maintenant, direction Ankara. Nous stationnons quelques jours dans ce magnifique parc public sous la protection des gardiens. Ankara fut choisie par Atatürk comme nouvelle capitale en 1923. Parce que plus centrale que Istanbul. Visite de la citadelle byzantine. Surprise, des écheveaux de laine qui sèchent. Dans les cours des vieilles maisons. Teşekkür. À partir de la citadelle d'Ankara, la vieille ville qui est ceinturée par des remparts de l'époque byzantine. Au sein de la citadelle, rempart circulaire du Petit Fortin, vu d'ensemble du Petit Fortin. À partir de ce petit fortin, on peut observer au fond le deuxième fortin qui clôture donc l'enceinte de la citadelle. Qui est très gris-gris. Vue du sommet de la citadelle. L'entrée de la citadelle d'Ankara, surmontée d'une horloge. Ce musée des civilisations anatoliennes est le plus exceptionnel de Turquie. Il permet d'appréhender toute la richesse du long passé historique de l'Anatolie. Cette image, on peut constater que les maisons étaient accolées les unes contre les autres, il n'y avait pas de ruelles. Et on accédait à l'intérieur de ces maisons par les toits et des échelles. La déesse mère de l'époque néolithique. Les collections sont regroupées chronologiquement, des plus anciennes aux plus récentes.
œuvres paléolithiques, néolithiques, attis, hittites, phrygiens, urartéennes, romaines, etc. Ce musée extrêmement riche et très bien présenté vaut le voyage. Promenade dans un grand parc du centre-ville. Mausolée de Atatürk. Relève de la garde. Vue le soir du jardin Navigol. Et le lendemain, direction Mer Noire. Nous passons par Safranbolu, ville pittoresque qui est un exemple d'une architecture de style ottoman.
C'est le quartier des théières, des petites maisons en bois faites au-dessus d'un canyon dans le village. Presqu'île fortifiée sur les rives de la mer Noire, Amasra est une destinée prisée par les touristes turcs qui viennent profiter de la plage et de son soleil. Nous ne pouvons pas terminer ce voyage sans revoir la magnifique ville d'Istanbul que nous avions déjà visitée l'an dernier. Nous visitons le superbe palais présidentiel de Dolmabahçe, construit en 1856. Le palais est construit sur le Bosphore, auquel il avait un accès. Sur le pont de Galata, des centaines de pêcheurs. Toute la cour est en marbre. Pour les ablutions. Cette œuvre remarquable fut construite à la gloire de Mehmet, le fils préféré de Solane le Magnifique, en 1543. L'aqueduc romain, construit à l'époque de l'empereur Constantin. Tombe de l'épouse de Soliman le Magnifique. Le palais de Topkapi était la résidence principale du sultan ottoman.